La chose la plus importante pour moi à dire par rapport à Cadou, c'est que c'est une initiative citoyenne. C'est-à-dire que ça a commencé par un appel simple entre deux jeunes personnes qui ont décidé de monter un projet ensemble, donc qui se sont dit tiens, ici on va organiser une série de conférences, et puis on est là à matérialiser cette série de conférences. Donc je tiens vraiment à dire que c'est une initiative citoyenne, sans sponsor particulier, qui a été montée par ces jeunes-là sur fonds propres, et donc c'est vraiment d'abord un beau modèle que de dire que des personnes qui avaient envie, des personnes de jeune âge, qui n'ont pas forcément un pouvoir économique particulièrement important, sans nécessairement se faire accompagner par de grosses structures, ont pu mettre en place quelque chose qu'on espère pouvoir pérenniser à l'avenir. Donc ça c'est un point important sur lequel je voudrais insister. Donc c'est une initiative citoyenne, c'est un espace de rencontre, de partage d'informations et de production. Et le thème de cette première conférence qu'on va dérouler aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Alors pourquoi l'entrepreneuriat ? Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est un petit peu un buzzword, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on voit revenir assez souvent. Quand je suis revenu au Sénégal en 2013, un des premiers événements où j'étais allé, à l'époque on cherchait avant tout à travailler, l'un des premiers événements où j'étais allé, un ministre ou le directeur des cabinets d'un ministre disait les gens que vous voyez circuler en 4x4 dans la rue, donc qui sont vraiment dans de bonnes conditions, c'est souvent des gens qui ont été entrepreneurs, qui ont travaillé dans le riz, etc. Et il le disait pour inciter les gens, je pense, à devenir entrepreneurs et à moins chercher l'emploi. Il avait sans doute raison d'une certaine manière d'exhorter les gens à entreprendre, il avait sans doute tort d'une autre, parce que c'est un terme, encore une fois, qui fait le buzz aujourd'hui, qui inspire énormément de choses et d'autres choses, mais qui finalement qui est très très peu appréhendable par les gens. Moi, il m'avait donné envie à cette époque-là de devenir entrepreneur, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas exactement comment on devenait entrepreneur, dans quoi, je ne savais même pas en fait. Et c'est aujourd'hui que je m'en rends compte ce que ça voulait vraiment dire d'être entrepreneur. Et je pense que s'il y en a parmi vous aujourd'hui qui est entrepreneur ou qui est aspirant entrepreneur, vous avez dû à un moment ou à un autre sentir ça, c'est-à-dire se demander comment est-ce que je fonce entre guillemets seul, comment je fonce moi-même dans la réalisation d'un projet, d'une vision, etc. Nous sommes dans un environnement un peu schizophrène, dans le sens où les Sénégalais ont une véritable fibre pour entreprendre. Ce sont des gens qui excellent à l'étranger, qui se font vraiment remarquer par leur créativité, par leur énergie, par leur génie au travail. Et pourtant, économiquement, le Sénégal souffre. Le Sénégal souffre parce que l'entrepreneuriat, ça n'est pas quelque chose qu'on apprend tôt dans la vie. À l'école, dans le meilleur des cas, on vous forme quand vous êtes dans les écoles de commerce, quand vous êtes au niveau de l'éducation supérieure. Dans le pire des cas, on vous décourage à vie d'entreprendre. Parce qu'on a une société qui n'a pas l'appétence, une grande appétence au risque. On est une société qui va vous pomper votre énergie créatrice dans le sens où nous n'avons aucune tolérance vis-à-vis de l'échec. Un entrepreneur qui échoue, c'est forcément quelqu'un de pas sérieux, en tout cas, c'est quelqu'un de pas fiable. Et quand il réussit, souvent, on se dit « ouais, mais c'est louche, ça, comment il a fait, par où il est passé ». S'il faut 18 essais pour réussir, il faut accepter de se relever 17 fois. Et ça, là, quand on est ici au Sénégal, dans l'environnement sénégalais, c'est très compliqué. Parce que ce dont on a le plus besoin, c'est d'un capital de confiance. Quand on n'a pas d'argent, il faut arriver à inspirer suffisamment de confiance pour que les gens vous fassent crédit, pour que les gens acceptent de travailler avec vous, pour que les gens acceptent de vous confier une mission qui va vous permettre de vous construire. Comme la plupart des entrepreneurs ici, je pourrais raconter de belles histoires. On sait très bien dire, faire une chose et trouver une histoire qu'on raconte partout pour accompagner ce qu'on fait.
Mais très honnêtement, je vais le dire en toute humilité, c'est une question que je me pose tout le temps. Je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je démarre une chose, après je me rends compte que je peux faire plus, j'arrête. J'ai démarré par 2SI, je l'ai dirigé jusqu'en 2010. Au bout d'un temps, j'ai dit, bon, ok, je vais faire autre chose. J'ai dit, je tombe sur l'opportunité de l'incubateur, je lance un incubateur parce que je sais que je pouvais apporter quelque chose, partager mon expérience avec des entrepreneurs. Je l'ai fait au bout d'un certain moment. Ça ne me suffisait pas. J'ai dit, il me faut un véhicule de financement. J'ai lancé un véhicule de financement. Je n'étais toujours pas satisfait. Je me dis, j'ai envie d'entreprendre à l'échelle africaine. Et Intouch est partie de ça. Mais pourquoi entreprendre? J'aurais pu faire bien d'autres choses. J'aurais pu, je veux dire, occuper des fonctions de postes de responsabilité comme bien d'autres l'ont fait. C'est tellement plus tranquille. Quand on nous voit courir, les gens ne voient que la belle facette. On pense qu'on a réussi, je pense qu'on est loin d'avoir réussi. On voit tout ce qu'on fait, on est exposé dans les médias. Mais ce qu'on vit au quotidien, nous sommes seuls à le savoir. C'est des choses qu'on ne sait même pas partager. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, très souvent, il n'y a pas plus solitaire qu'un entrepreneur. Un entrepreneur est toujours entouré de beaucoup de monde, mais c'est une personne solitaire qui peut s'enfermer tout seul dans sa chambre et pleurer sans que personne ne le sache. Et je le dis en toute humilité, pas pleurer parce que c'est dur, mais pleurer parce que la personne se sent seule et très souvent perdue. Et toujours à la recherche de quelque chose qu'il a du mal à expliquer. Et personne ne comprend. Moi, chaque fois que je change d'initiative, je change au moment où je dis je lâche jamais une boîte quand elle est en difficulté. En tout cas, c'est une règle de base chez moi. J'ai quitté 2SI, j'ai laissé 800 millions de bons de commande sur la table, j'ai laissé City Dakar, on était dans une phase de croissance. J'ai lancé Teranga Capital juste au lancement, on venait de closer, j'ai quitté. Je suis resté dans l'administration et j'ai démarré Intouch. Et chaque fois que je quitte pour démarrer une nouvelle activité, ma maman vient me dire, mais on t'a marabouté, c'est quoi le problème? Parce qu'en Maroc, elle se retrouve dans un truc. Je semble sa fierté parce que tout le monde lui parle de moi et autres. Et subitement, je dis, maman, j'arrête. Et je fais autre chose. Et en plus, je lui explique une chose qu'elle ne comprend pas. De plus en plus, elle ne comprend pas. Mon père m'a juste lâché. Mon père n'essaie plus de comprendre ce que je fais. La dernière fois que je suis venu, il lui dit, bah, je vais lancer un fonds d'investissement. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Jusqu'à présent, il ne m'a pas demandé d'explication. Jusqu'à présent, il me demande plus ce que je fais. Tout ça pour dire, en fait, cette question du pourquoi, je peux trouver l'histoire que je raconte partout. Mais dans la réalité, j'ai du mal à savoir pourquoi je le fais. J'ai du mal à savoir pourquoi je le fais et j'en étais arrivé à un moment donné où j'avoue que j'étais perdu. Et le seul réconfort que j'en ai eu, le seul réconfort vraiment que j'en ai eu, et je rappelle toujours cette citation de Mandela que j'aime bien rappeler, quand il avait dit que quand on va au sommet d'une colline, on gravit la colline jusqu'au bout, à la recherche de quelque chose. Mais quand on est au sommet de la colline, on se rend compte qu'il y a encore plus de collines à gravir. Ce qu'on voulait, c'est transporter des colis entre Paris et Dakar. C'était le but, transporter des colis entre Paris et Dakar, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire, et donc on a essayé. Les colis, on a très vite vu que voilà, c'était difficile, puisque dans l'environnement du transport à l'international, il y a des gens qu'on appelle les GP, qui sont très difficilement concurrençables, qu'on peut être très difficilement concurrencier. Et à partir de là, on a aussi senti le e-commerce et on s'est dit, pourquoi ne pas prendre cette niche? C'est-à-dire dire aux gens, achetez sur Internet et nous, on vous livre au Sénégal. Pareil, ça a commencé depuis Paris. De Paris, on faisait le circuit, c'était Paris-Dakar. Paris-Dakar. Donc le modèle actuel existe depuis 2014, où on a fait les premiers transports de produits achetés sur Internet.
Et on a décidé de s'y tenir. Et là, pareil aussi, on a tout de suite vu qu'il y avait des opportunités qui se créaient par rapport aux zones géographiques. On faisait du Paris-Dakar, il y avait beaucoup d'opportunités sur New York-Dakar. En avançant encore, on se voit qu'il y a beaucoup d'opportunités sur la Chine et Dakar. Et l'entreprise a avancé depuis 3 ans et maintenant on permet aux gens d'acheter, je peux dire, sur 90% de tous les sites de e-commerce du monde. Vous pouvez acheter et faire venir au Sénégal. Comme disait Omar, quand on arrive au sommet d'une colline, on se rend compte qu'il y en a 15 autres qui sont devant. Et donc, sur une activité, sur un écosystème qui bouge tout le temps, on ne peut pas dormir sur ses lauriers. Et on est obligé d'innover ou de créer des choses nouvelles pour pouvoir rester sur le marché. Allez réécouter, parce que c'est pas la première fois que j'écoute leur histoire, allez réécouter, on découvre toujours quelque chose. Je pense qu'eux-mêmes, s'ils s'écoutent, en fait, se rendent compte qu'il y a toujours un élément comme ça qu'ils redécouvrent et puis qui les amène à se questionner, puis finalement peut-être à prendre une autre décision, puisqu'Omar a terminé sur la décision. Et puis sur ce déclic, ce que je vais surtout retenir moi, c'est ce que je voudrais beaucoup, je pense que c'est ce qu'on voulait vous communiquer quand on a décidé d'organiser cette première conférence sur l'entrepreneuriat, c'est les raisons, en fait, quelque part, qui ont poussé ces 3 personnes qui viennent d'horizons différents, de conditions différentes, à devenir entrepreneurs. Alors Madame Si n'a pas eu le temps d'en parler, elle est devenue entrepreneur de façon relativement circonstancielle. Elle a eu un contentieux avec son employeur, et puis pour une question de principe, c'est là-bas que c'est parti. Elle a décidé de démissionner, et puis un petit peu comme Maria disait, il fallait bien payer les factures à la fin. Elle a commencé à entreprendre comme ça, c'est de façon très circonstancielle. Omar vous a parlé du fait qu'il a toujours cette incomplétude quelque part, hein, cette insuffisance qui fait qu'il a toujours besoin de monter, qu'il a surtout toujours besoin de monter plus que ce qu'il avait fait avant. Omariam est revenu de Paris, et puis même chose, le marché de l'emploi avait été extrêmement... lui était apparu en tout cas extrêmement hostile. Il avait décidé à partir de là de monter sa boîte. Encore une fois, c'est des décisions de vie. C'est pas strictement parler une idée. Et je pense que même quand on m'a dit sur une méthode, je m'en dis j'avais envie de monter. Je me suis demandé en fait comment trouver de l'argent. Donc elle a expérimenté, mais je pense que symboliquement, fondamentalement parlant, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une décision de vie. On a eu ces conversations-là, je vois ma femme dans la salle, on a eu plusieurs fois cette conversation, qui étaient des conversations humaines, en fait, qui n'étaient pas du tout des conversations de business. Et je pense que le but, quelque part, de cette conférence, mais également de tout le travail qu'on fait, nous qui sommes dans l'écosystème, c'est vraiment d'arriver à tisser des relations, en fait, business, mais qui sont avant tout des relations d'hommes. Je pense que ça cadre plutôt bien avec le contexte dans lequel on est, parce que je pense que les relations économiques africaines sont de nature des relations avant tout humaines.